La chambre au papier jaune, une nouvelle fantastique de Charlotte Perkins Gilman. Il est très rare que des gens tout ordinaires, comme John et moi, s'installent pour l'été dans une impressionnante demeure ancestrale. Un véritable petit château de la période coloniale, une grande propriété de famille, j'aimerais dire une maison hantée, et j'atteindrais ainsi le sommet de la félicité romantique. Mais ce serait trop demander au destin. Et pourtant, je déclare bien haut qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette maison. Sinon, pourquoi la louerait-on pour un prix aussi dérisoire? Et pourquoi est-elle restée si longtemps sans locataire? John se moque de moi, bien sûr. Mais c'est le genre de choses auxquelles il faut s'attendre dans le mariage. John possède un sens pratique qu'il pousse jusqu'à l'extrême. Il n'a pas la moindre indulgence pour ce phénomène irrationnel que représente la foi. Toute superstition lui inspire une horreur sans borne. Il persifle avec arrogance lorsque dans la conversation, quelqu'un évoque des choses qu'on ne peut voir, toucher ou mettre en chiffres. John est médecin, et peut-être, je ne mettrai pas âme qui vive dans la confidence, bien sûr, mais le papier se laisse écrire, et ce journal me soulage profondément l'esprit. Peut-être est-ce là une des raisons pour lesquelles je mets si longtemps à me rétablir. Voyez-vous, il ne croit pas à ma maladie. Et que faire à cela? Si un médecin de renom, qui par ailleurs se trouve être mon mari, affirme à la famille et aux amis qu'en fait, vous n'avez aucune maladie si ce n'est une dépression nerveuse passagère, une infime tendance à l'hystérie, que faire dans ce cas? Mon frère aussi est médecin. Il jouit aussi d'un grand renom, et il dit la même chose. Alors j'avale des phosphates, ou des phosphites, je ne sais plus au juste. Et j'avale des fortifiants, et je prends l'air, et je prends de l'exercice, et il m'est strictement défendu de travailler jusqu'à ma guérison complète. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec leurs idées. Personnellement, je crois qu'un travail agréable, intéressant et varié me ferait du bien. Mais que faire dans cette situation? J'ai écrit un peu, malgré tout ce qu'ils peuvent dire. Ça me fatigue vraiment beaucoup, ils ont raison sur ce point. Mais c'est parce que je dois jouer de ruse pour éviter une tempête de reproches. De temps en temps, je me dis que dans mon état, si on me faisait un peu moins de reproches, et si j'avais un peu plus de compagnie et de choses à quoi m'intéresser, mais John dit que le pire que je puisse faire est de penser à mon état, et j'avoue qu'en y pensant, je suis toujours malheureuse. Alors je vais en finir avec ce sujet et parler plutôt de la maison. La merveilleuse maison. Elle est tout à fait isolée, bien en retrait de la route, à 3 bons miles du village. Elle me fait penser à ces maisons anglaises dont parlent les livres, car il y a des haies et des murs partout, et des grilles qui ferment, et des tas de petites maisons séparées pour les jardiniers et les autres gens. Il y a un jardin absolument délicieux. Je n'ai jamais vu un jardin pareil, grand et ombragé, plein de sentiers bordés de parterres et de tonnelles aux longues treilles où l'on peut s'asseoir. Il y avait des serres, mais elles sont toutes brisées maintenant. Je crois qu'il y a eu des procès, quelque chose à propos des héritiers et des co-héritiers. De toute façon, l'endroit était désert depuis des années. Cela gâche un peu le mystère, j'en ai bien peur. Cela fait fuir mes fantômes. Mais ça ne fait rien. Il y a quelque chose d'étrange dans cette maison, je le sens. Je l'ai même dit à John un soir de clair de lune, mais il m'a répondu que je ne sentais qu'un courant d'air, et il a fermé la fenêtre. Quelquefois, je me mets dans des colères insensées contre John. Je crois que cela vient de mon état nerveux. Mais John dit que si je ne réagis pas, je n'aurai plus une maîtrise suffisante de moi-même. Alors je fais des efforts pour me maîtriser. Devant lui, tout au moins, et cela me fatigue beaucoup. Je n'aime pas du tout notre chambre. Je voulais celle du rez-de-chaussée qui donne sur la véranda et qui a des roses tout autour de la fenêtre et de si charmants rideaux à l'ancienne mode. Mais John n'a rien voulu savoir. Il a dit qu'il n'y avait qu'une fenêtre et pas assez de place pour 2 lits, et pas de chambre assez proche s'il décidait de prendre une chambre pour lui tout seul. Il est plein d'attention et d'amour, et c'est à peine s'il me laisse faire un pas, sans me dire où je dois aller. Oh, j'ai un emploi du temps pour chaque heure de la journée. John m'enlève tout souci, et je me sens si vilainement ingrate de ne pas apprécier davantage sa sollicitude. Il a dit que nous étions venus ici pour moi seul, que je devais prendre un repos complet, et ne manquer aucune occasion de prendre l'air. L'exercice dépend de ta vigueur, ma chérie.
m'a-t-il dit. Et ton alimentation dépend un peu de ton appétit, mais tu peux absorber le bon air à n'importe quel moment. Nous avons donc installé notre chambre dans l'ancienne nursery, tout au-dessus de la maison. C'est une grande pièce très aérée, qui prend presque tout l'étage, avec des fenêtres partout, et de l'air et du soleil à profusion. Elle a dû servir de nursery, puis de salle de jeu et de gymnase, dirais-je, car les fenêtres sont munies de barreaux pour protéger les petits-enfants, et il y a des anneaux et d'autres choses dans les murs. La peinture et le papier donnent l'impression d'avoir servi à tout un pensionnat de garçons. Il est déchiré en lambeaux, le papier peint, par grandes plaques tout autour de la tête de mon lit, plus haut que ma main ne peut atteindre, et aussi sur une grande surface de l'autre côté de la pièce, le long de la pente du toit. De ma vie, je n'ai vu papier peint plus atroce. Un de ces motifs énormes et flamboyants qui transgressent le sens artistique de toutes les façons possibles. Le motif est assez monotone, pour brouiller le regard quand on veut en suivre les lignes, mais assez prononcé pour agacer l'œil, à chaque instant, et vous forcer à l'examiner, et quand vous avez suivi quelques secondes ces courbes bancales et incertaines, elles se suscitent d'un seul coup, plongeant à des angles impensables, s'abîmant en contradictions inouïes. La couleur est repoussante, presque révoltante, un jaune gris et sale, bizarrement passé sous le lent parcours circulaire du soleil autour de la pièce. À certains endroits, c'est un orange morne et pourtant criard. Ailleurs, c'est la teinte nauséeuse du soufre. Pas étonnant que les enfants de la maison l'aient prise en horreur. J'en aurais horreur moi-même si je devais vivre longtemps dans cette pièce. J'entends John qui monte l'escalier et je dois cacher ce journal. John a horreur de me voir écrire même un seul mot. Nous sommes ici depuis 2 semaines et je n'ai pas eu envie d'écrire depuis le jour de notre arrivée. Je suis assise près de la fenêtre maintenant dans cette affreuse nursery et rien ne m'empêche d'écrire autant que je veux, si ce n'est le manque de force. John s'en va toute la journée et parfois même la nuit lorsqu'on l'appelle dans un cas sérieux. Je suis contente que mon cas ne soit pas sérieux. Mais ces troubles nerveux vous dépriment horriblement. John ne sait pas à quel point je souffre pour de bon. Il sait qu'il n'y a pas de raison de souffrir, et cela suffit à le rassurer. Bien sûr, ce n'est que de la nervosité. Elle m'accable tellement que je ne remplis aucun de mes devoirs. Je voulais tant offrir à John une aide totale, un vrai repos, un vrai réconfort, et voici que, d'une certaine façon, je suis déjà un fardeau pour lui. Personne ne croirait combien il me faut d'efforts pour faire le peu dont je suis capable, pour m'habiller et recevoir et commander des choses. C'est une chance que Marie soit si bonne avec le bébé, mon adorable bébé. Et pourtant je ne peux pas rester avec lui. Cela me rend si nerveuse. Je suppose que John n'a jamais été nerveux de sa vie. Qu'est-ce qu'il peut rire de moi quand je lui parle de ce papier peint? Tout d'abord, il a voulu faire retapisser la pièce, mais après, il a dit que je me laissais aller à mes idées et que rien n'était plus mauvais pour une personne atteinte de légers troubles nerveux que de céder aux caprices de son imagination. Il a dit qu'une fois le papier peint changé, ce serait le tour de l'imposant bois de lit. Et puis des fenêtres grillagées, et puis de la petite barrière entre le palier et la dernière marche de l'escalier, etc., etc. Tu sais que cet endroit te fait du bien, m'a-t-il dit. Et vraiment, ma chérie, je ne tiens pas beaucoup à retaper toute la maison pour une location de 3 mois. Alors descendons au rez-de-chaussée, lui ai-je répondu. Il y a de si jolies chambres au rez-de-chaussée. Alors, il m'a prise dans ses bras et m'a appelée ma petite oie chérie et m'a dit qu'il descendrait à la cave si j'en exprimais le désir et qu'il la ferait blanchir par-dessus le marché. Mais ça ne manque pas de sens, ce qu'il dit à propos des lits et des fenêtres et de toutes ces choses. Cette pièce est aérée et confortable autant qu'on puisse le souhaiter, et bien sûr, je ne serais pas stupide au point d'ennuyer John pour un simple caprice. Vraiment, je commence à bien aimer la grande pièce, tout sauf cet horrible papier. Par une fenêtre, je vois le jardin, les mystérieuses tonnelles aux ombres profondes, les fleurs hétéroclites et désuètes, les buissons et les arbres tout tordus. D'une autre fenêtre, j'ai une charmante vue sur la baie et un petit embarcadère qui appartient au domaine. Une splendide allée plantée de grands arbres y mène depuis la maison. Je m'imagine toujours voir des gens se promenant au long de tous ces sentiers et de toutes ces tonnelles, mais John m'a prévenu de ne pas céder le moindre pouce de terrain à mon imagination.
Il dit qu'avec ma faiblesse pour ce genre de choses, et mon amour de la fabulation, ma fragilité nerveuse va sûrement m'amener à toutes sortes de rêves échevelés, et que je dois mettre toute ma volonté et tout mon bon sens à briser net cette tendance de mon caractère. Alors j'essaye. Parfois, je pense que si seulement j'étais en assez bonne santé pour écrire un peu, cela calmerait le tourbillon des idées et me donnerait le repos. Mais je constate que je suis bien fatigué quand je m'y mets. Quand j'irai vraiment mieux, John dit que nous demanderons à cousin Henry et à cousine Julia de venir nous faire une longue visite. Mais il dit qu'il aimerait mieux mettre des pétards dans mon oreiller que de me laisser recevoir en ce moment des invités assez brillants pour accabler leurs interlocuteurs. Je voudrais guérir plus vite. Mais je ne dois pas penser à cela. Ce papier me regarde comme s'il savait à quel point son influence est pernicieuse. Il y a un motif qui revient partout. Le sujet est ployé comme s'il avait la nuque brisée, et deux yeux bulbeux dans un visage à l'envers vous tiennent sous leur regard fixe. L'impertinence de ces yeux répétés à l'infini me rend positivement furieuse. Vers le haut, vers le bas, sur les côtés, ils rampent. Ils sont partout. Ces yeux absurdes qui ne clignent jamais. Il y a un endroit où deux laits ne se rejoignent pas exactement, et les yeux suivent toute la ligne, en haut, en bas. Mais dans chaque paire, l'un est un petit peu plus haut que l'autre. Je n'ai jamais vu autant d'expression dans une chose inanimée, et pourtant nous savons tous combien de choses inanimées sont expressives. Quand j'étais petite fille, je restais éveillé bien tard dans la nuit, et les murs de ma chambre et ses meubles tout simples m'offraient plus de joie et de terreur que la plupart des enfants n'en trouvent dans un magasin de jouets. Je me souviens de l'infinie gentillesse avec laquelle les boutons de notre grosse vieille commode me faisaient des clins d'œil. Il y avait un fauteuil qui m'apparaissait toujours comme un ami prêt à me protéger. J'avais l'impression que si l'une des autres choses me faisait trop peur, je pourrais toujours sauter dans ce fauteuil et me trouver à l'abri. Mais les meubles de cette pièce-ci manquent simplement d'harmonie, car nous avons dû tous les apporter du rez-de-chaussée. Je suppose qu'au moment de l'utiliser comme salle de jeu, on a dû sortir tous les meubles de la nurserie, et ça ne m'étonne pas. Je n'ai jamais vu de pièce où les enfants aient causé autant de ravages. Le papier peint, je crois que je l'ai déjà dit, est arraché par plaques, et pourtant ailleurs, il tient plus au mur qu'un jumeau à son frère. La persévérance de ces enfants devait être à la mesure de leur ressentiment. Et puis le parquet est éraflé, creusé, écaillé. Le plafonnage lui-même est troué de ci de là. Le lit monumental, l'unique meuble que nous ayons trouvé dans la pièce, semble avoir connu les horreurs de la guerre. Mais ça ne m'ennuie pas du tout. Il n'y a que le papier. Voici la sœur de John. Une si gentille fille et si pleine de sollicitude à mon égard. Il ne faut pas qu'elle me surprenne à écrire. Elle est parfaite pour s'occuper de la maison et si enthousiaste. On dirait qu'elle ne pouvait pas souhaiter d'autre travail. Je croirais bien qu'elle rend ce journal responsable de ma maladie. Mais je peux écrire quand elle est sortie, et des fenêtres, je la vois revenir de loin. Une des fenêtres domine la route enlacée, charmante sous ses ombrages. Une autre fenêtre donne sur la campagne. Une campagne charmante aussi, pleine de grands ormes et de prairies veloutées. Ce papier comporte une sorte de motif secondaire d'une autre teinte, particulièrement irritante, car on ne peut la voir que sous certains éclairages, et encore pas nettement. Mais aux endroits où la couleur n'est pas passée, et au moment où le soleil est juste comme il faut, je vois une sorte de silhouette bizarre, provocante, informe, qui semble bondir devant la sottise et le mauvais goût du dessin principal. Voilà Sœurette qui monte l'escalier. Eh bien, le 4 juillet est passé. Les gens sont tous partis, et je n'en peux plus de fatigue. John pensait que ça me ferait du bien d'avoir un peu de compagnie. De sorte que nous avons simplement invité Mère et Nelly et les enfants pour la semaine. Bien sûr, je n'ai pas fait le moindre travail. Jenny s'occupe de tout maintenant. John dit que si je ne me remets pas au plus vite, il m'enverra consulter Weir Mitchell à l'automne. Mais je ne veux pas du tout y aller. C'est une amie qui est passée par ses mains un jour, et elle dit qu'il est exactement comme John et mon frère, à cette seule différence qu'il l'est encore plus.
En outre, c'est un tel tracas d'aller si loin. Je me sens comme si ce n'était pas la peine de lever le petit doigt pour quoi que ce soit, et je deviens terriblement irritable, et je récrimine sur tout. Je pleure pour un rien, et je pleure presque tout le temps. Bien sûr, je ne pleure pas devant John, ni devant les autres, mais quand je suis seul. Et je suis souvent seul pour le moment. John est très souvent retenu en ville par des cas sérieux, et Jenny est bonne pour moi, et elle me laisse seul quand j'en ai envie. Alors, je me promène un peu dans le jardin, où je descends la jolie allée. Je m'assieds sur le porche, sous les roses, et je viens souvent me coucher ici. Vraiment, je commence à bien aimer cette pièce malgré le papier peint, ou peut-être à cause du papier peint. Il me tient tellement à l'esprit. Je me couche ici, sur ce grand lit inamovible, il est cloué au parquet, je crois, et je suis ce motif du regard pendant des heures. C'est aussi bon que la gymnastique, je vous assure. Je commence, disons, en bas, là, dans le coin où l'on n'a pas touché au papier, et je me dis pour la millième fois que je veux suivre ce motif insensé jusqu'à sa conclusion, où qu'elle soit. Je connais un peu les principes du dessin, et je sais qu'on n'a pas élaboré cette chose suivant les lois du rayonnement, de l'alternance, de la répétition, de la symétrie, ou de toute autre règle dont j'ai entendu parler. Le motif se répète, bien sûr, par la juxtaposition des laits, mais pas autrement. Lorsqu'on regarde le papier sous un certain angle, chaque lait prend une existence propre. Ses courbes et ses fioritures boursouflées, une sorte de style roman abattardi, avec une touche de delirium tremens, se dandinent sur toute la hauteur du mur en colonnes distinctes, en piliers balourds. Mais d'autre part, ils s'enchaînent en diagonale et tracent des silhouettes tentaculaires qui se dispersent en grandes vagues obliques d'horreur visuelle, comme une myriade d'algues vautrées dans la tempête. Tout ce délire s'exacerbe encore sur les lignes horizontales. En tout cas, c'est ce qu'il me semble, car je m'épuise à essayer de distinguer un ordre quelconque sous cet angle. On a employé un lait horizontal en guise de bordure, et cette initiative ajoute magnifiquement à la confusion générale. Il y a une pente du toit où le papier est presque intact. Et lorsque s'affaiblissent les lumières croisées des fenêtres et que le soleil déclinant tombe droit sur ce point, je peux presque imaginer une certaine radiation. Après tout, les innombrables grotesques ont l'air de s'assembler autour d'un centre commun avant de prendre la fuite en plongeons désespérés, aussi fous les uns que les autres. Ça me fatigue de les suivre. Je crois que je vais faire une petite sieste. Je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin d'écrire ces lignes. Je n'en ai pas envie. Je ne m'en sens pas capable. Et je sais que John me trouverait absurde, mais je dois exprimer d'une façon ou d'une autre ce que je ressens et ce que je pense. C'est un tel soulagement. Maintenant, je suis d'une paresse affreuse pendant la moitié de la journée, et je viens me coucher de plus en plus souvent. John dit que je ne dois pas perdre mes forces, et il me fait prendre de l'huile de foie de morue, et des tas de toniques et d'autres choses, sans parler de la bière forte, et du vin, et de la viande saignante. Cher John, il m'aime profondément, et ça lui fait tant de peine de me voir malade. L'autre jour, j'ai essayé d'avoir une conversation vraiment sérieuse et raisonnable avec lui, pour lui expliquer à quel point je désire qu'il me laisse rendre visite à cousin Henry et à Julia. Mais il a dit que je n'étais pas en état de faire le voyage, ni de supporter le séjour. Et je n'ai pas très bien plaidé ma cause, car je pleurais avant d'avoir terminé. Ça devient un gros effort, pour moi, de penser correctement. Juste cette faiblesse nerveuse, je suppose. Et le cher John m'a prise dans ses bras et m'a tout simplement portée jusqu'à la chambre, et m'a couché sur le lit, et s'est assis près de moi, et m'a fait la lecture jusqu'à ce que ça me donne mal à la tête. Il m'a dit que j'étais son amour et son réconfort et tout ce qu'il avait au monde, et que je devais prendre soin de moi et guérir pour lui. Il m'a dit que personne que moi-même ne pouvait m'aider à en sortir, que je devais mettre en jeu toute ma volonté et toute ma maîtrise de moi, et ne pas laisser cette imagination idiote prendre l'avantage sur moi. J'ai une consolation. Le bébé est bien portant et très heureux, et il ne doit pas vivre dans cette horrible nurserie au papier peint. Si nous ne nous y étions pas installés, cet enfant chéri serait ici maintenant. Quelle chance d'avoir pu lui épargner cela. Pour rien au monde, je ne voudrais que mon enfant, ce petit être impressionnable, vive dans une pièce pareille. Je n'y ai jamais pensé auparavant, mais c'est une bonne chose que John me fasse rester ici après tout. Je peux y résister beaucoup plus facilement qu'un bébé, voyez-vous. Bien sûr,
Je ne leur en parle plus jamais. Je suis bien trop maligne pour ça. Mais je garde les yeux ouverts, de toute façon. Il y a des choses dans ce papier que je suis seul à connaître et que personne d'autre ne connaîtra jamais. Derrière le motif du premier plan, les silhouettes confuses deviennent plus distinctes chaque jour. C'est toujours la même silhouette, seulement elle se répète d'innombrables fois. Et c'est comme une femme qui se penche puis se met à ramper derrière l'affreux motif. Je n'aime pas ça du tout. Je me demande, je commence à croire. Je voudrais que John m'emmène loin d'ici. C'est si difficile de parler de mon cas avec John, parce qu'il est si intelligent et qu'il m'aime tant. Mais j'ai essayé hier soir. Il y avait clair de lune. Le clair de lune entre de partout dans la pièce, tout comme la lumière du soleil. Parfois, il me fait horreur, il rampe si lentement. Et il entre toujours par une fenêtre ou par l'autre. John dormait, et ça m'ennuyait de le réveiller. Alors je me suis tenu tranquille et j'ai regardé le clair de lune sur les creux et les bosses du papier peint, jusqu'à ce que j'en ai la chair de poule. La silhouette menue, là, derrière, semblait secouer le motif, comme si elle avait voulu sortir. Je me levai tout doucement et j'allais poser la main sur le papier pour sentir si elle bougeait pour de bon. Et quand je revins au lit, John était réveillé. « Qu'est-ce qui se passe, petite fille ?» m'a-t-il dit. « Ne te promène pas ainsi, tu vas prendre froid. » J'ai cru que c'était le moment de parler. Alors je lui ai dit que le séjour ne me faisait pas beaucoup de bien et que je souhaitais qu'il m'emmenât loin d'ici. « Ah, voyons, mon amour, » m'a-t-il dit. « Notre bail expire dans 3 semaines et je ne vois pas comment partir plus tôt. Les réparations ne sont pas finies dans notre maison et il m'est absolument impossible de quitter cette ville pour le moment. Bien sûr, si tu courais le moindre danger, je ferais l'impossible, mais tu vas vraiment mieux, ma chérie. Même si tu ne t'en rends pas compte. Je suis médecin, ma chérie, et je sais de quoi il retourne. Tu prends du poids et des couleurs, ton appétit s'améliore. Je me fais vraiment beaucoup moins de soucis pour toi. » « Je ne pèse pas 1 gramme de plus, » dis-je. « Je pèse même moins qu'avant. Et mon appétit est peut-être meilleur dans la soirée, quand tu es là, mais il est pire au matin, quand tu es parti. » « Mon Dieu, le pauvre petit cœur !» s'est-il écrié en me serrant très fort dans ses bras. « Elle peut être malade autant qu'elle voudra. Mais maintenant, tirons la morale de cette histoire en dormant un peu. Nous en reparlerons demain matin, d'accord ? » « Et tu ne comptes pas nous faire partir d'ici ?» demandai-je d'une voix lugubre. « Voyons, comment le pourrais-je, ma chérie ? Il ne reste plus que 3 semaines. Et puis, nous ferons un joli petit voyage pendant que Jenny s'occupera de la maison. Vraiment, ma chérie, tu vas beaucoup mieux. » « Mon corps va peut-être mieux, mais... » Alors je m'interrompis tout net. Car il s'était redressé d'un seul mouvement et me lançait un regard si sévère, si plein de reproches, que je ne pouvais plus prononcer une parole. « Ma chérie, dit-il, je te supplie, pour moi et pour notre enfant comme pour ton propre bien, de ne jamais laisser cette idée te venir à l'esprit, ne serait-ce qu'une seconde. Il n'y a rien de plus fascinant mais aussi de plus dangereux pour un tempérament comme le tien. Ce ne sont que de méchantes chimères qu'il faut chasser. Ne peux-tu faire confiance à ma parole de médecin ? » Alors bien sûr, je n'ai plus rien dit sur ce sujet et nous nous sommes dépêchés de dormir. John croyait que je m'étais endormi la première, mais il se trompait. Je suis resté des heures à me demander si le motif du premier plan et celui de l'arrière-plan bougeaient vraiment ensemble ou chacun de son côté. Dans un dessin de ce genre, à la lumière du jour, il y a un manque de logique, un défi aux règles qui soumettent tout esprit moral à une irritation constante. La couleur est déjà assez hideuse et trompeuse et exaspérante, mais le motif est vraiment une torture. Au moment même où vous croyez entrevoir un fil conducteur, les lignes se brouillent en une pirouette et vous voilà gros gens comme devant. Les lignes vous frappent en pleine figure, vous jettent à terre et vous piétinent. C'est comme un cauchemar. Le motif du premier plan est une arabesque flamboyante qui rappelle un peu la forme d'un champignon vénéneux. Si vous pouvez imaginer une chaîne d'amanites, phalloïdes, un interminable chapelet d'amanites qui bourgeonnent et jaillissent en spires infinies, eh bien c'est à peu près cela. Enfin de temps en temps. Ce papier présente une particularité spéciale, une caractéristique que personne d'autre n'a l'air de remarquer. C'est qu'il change.
Il change avec la lumière. Quand le soleil se montre aux fenêtres de l'Est, j'attends toujours le premier rayon, si long et si droit. Le papier change si vite que je ne parviens jamais à y croire tout à fait. C'est pourquoi je guette un instant, je fais toujours très attention. Par clair de lune, ma lune brille toute la nuit lorsqu'elle est à son plein, j'ai toujours peine à croire que ce soit le même papier. La nuit, sous n'importe quelle lumière, au crépuscule, aux chandelles, sous la lampe, et le pire de tout, au clair de lune, ça se transforme en barreau. Je veux dire, le motif du premier plan et la femme qui est derrière apparaît en pleine clarté. J'ai mis longtemps à comprendre ce qu'était cette chose qui est là derrière, ce motif secondaire confus. Mais maintenant, je suis tout à fait sûr que c'est une femme. Le jour, elle est comme subjuguée, elle n'ose pas faire un geste. Je suppose que c'est le motif qui l'a fait tenir tranquille. C'est si déconcertant. Je reste des heures à regarder sans bouger. Je suis si souvent au lit maintenant. John dit que ça me fait du bien et je dois dormir le plus possible. De fait, il m'en a donné l'habitude en m'obligeant à 1 heure de sieste après chaque repas. C'est une très mauvaise habitude, j'en suis sûr, car, voyez-vous, je ne dors pas. Ce qui encourage le mensonge, car je ne leur dis pas que je reste éveillé. Oh non. Le fait est que John commence à me faire un peu peur. Il est très bizarre parfois. Et même Jenny a un air que je ne m'explique pas. À l'occasion, je me dis, strictement par hypothèse scientifique, que c'est peut-être le papier. J'ai observé John à son insu, je suis entré dans la chambre à l'improviste sous les prétextes les plus innocents, et je l'ai surpris plusieurs fois à regarder le papier. Et Jenny aussi. Un jour, j'ai surpris Jenny la main posée sur le papier. Elle ne savait pas que j'étais dans la pièce, et quand, de ma voix la plus calme, avec le plus parfait sang-froid, je lui ai demandé ce qu'elle voulait au papier, elle s'est retournée comme si je l'avais surprise à voler, et m'a paru très en colère. Elle m'a demandé si je prenais plaisir à lui faire peur. Puis elle a dit que le papier salissait tout ce qu'il touchait, et qu'elle avait trouvé des taches jaunâtres sur mes vêtements et sur ceux de John, et qu'elle aimerait nous voir plus soigneux. Est-ce que ce discours n'avait pas l'air innocent? Mais je sais qu'elle examinait le motif, et j'ai décidé que je serais la seule à en percer le mystère. La vie est beaucoup plus intéressante aujourd'hui qu'auparavant. Voyez-vous, j'ai quelque chose à espérer, à attendre, à observer. Je mange vraiment mieux, je suis beaucoup plus calme. John est si content de me voir me rétablir. Il a ri un peu l'autre jour, et il a dit que je respirais la santé malgré le papier peint. J'ai esquivé d'un autre éclat de rire. Je n'allais pas lui révéler que c'était à cause du papier peint. Il se serait moqué de moi. Peut-être même aurait-il voulu m'emmener loin d'ici. Je ne veux pas partir maintenant. Pas avant d'avoir trouvé. Il y a encore 1 semaine, et je pense que cela doit suffire. Je me sens tellement mieux. Je ne dors pas beaucoup la nuit parce que c'est si intéressant de voir ce qui va se passer. Mais je dors beaucoup pendant la journée. Pendant la journée, c'est fatigant et déconcertant. Des champignons jaillissent toujours, de nouvelles pousses. Et de nouvelles nuances de jaune apparaissent partout. Je suis incapable d'en tenir compte et pourtant je m'y essaie très consciencieusement. On n'a jamais vu de jaune plus étrange sur ce papier peint. Il me fait penser à toutes les choses jaunes que je n'ai jamais vues. Pas à des splendeurs comme les boutons d'or, mais à de vieilles choses jaunes laides et mauvaises. Toutefois, ce papier n'a pas fini de me surprendre. Son odeur, j'ai remarqué son odeur au moment même où nous avons franchi la porte de la chambre pour la première fois. Mais avec tout cet air pur et tout ce soleil, ce n'était pas grave. Mais aujourd'hui, nous sortons d'une semaine de brouillard et de pluie. Et même quand les fenêtres sont ouvertes, l'odeur est là. Elle rampe dans les moindres recoins de la demeure. Je la trouve qui plane sur la salle à manger, qui rôde dans le salon, qui se cache dans le hall, qui me tend une embuscade au détour des escaliers. Elle se prend dans mes cheveux. Même quand je vais faire une promenade à cheval, il suffit que je tourne brusquement la tête et la prenne par surprise. L'odeur est là. Et c'est une odeur si particulière. J'ai passé des heures à essayer d'en faire l'analyse, à chercher à quoi elle pouvait bien ressembler. Ce n'est pas grave. Je veux dire qu'au début, elle est très légère, mais c'est l'odeur la plus subtile et la plus tenace que j'ai jamais sentie. Par ce temps humide, elle est atroce.
Je me réveille au milieu de la nuit et je la sens suspendue au-dessus de moi. Tout d'abord, cela me troublait. J'ai songé sérieusement à brûler la maison pour éliminer l'odeur. Mais maintenant, j'y suis habitué. La seule conclusion que je puisse en tirer, c'est qu'elle ressemble à la couleur du papier. C'est une odeur jaune. Il y a une marque très amusante sur ce mur très bas, près de la plinthe. Une rayure qui fait tout le tour de la pièce. Elle passe derrière chaque meuble, sauf le lit. Une longue tache droite et de largeur constante, comme si on avait inlassablement frotté le mur à cet endroit. Je me demande comment cela s'est fait, et qui l'a fait, et pourquoi on l'a fait. Tout autour, tout autour de la pièce. Ça me donne le vertige. Cette fois, j'ai vraiment découvert quelque chose. À toujours observer la nuit, lorsque tout change à ce point, j'ai fini par trouver. Le motif du premier plan bouge pour de bon. Et ça n'a rien d'étonnant. La femme enfermée derrière les barreaux n'arrête pas de la secouer. Parfois, je pense qu'il y a là un très grand nombre de femmes. Parfois, je pense qu'il n'y en a qu'une. Et elle rampe à toute vitesse dans sa cage, et sa réputation secoue tous les barreaux. Aux endroits les plus éclairés, elle est presque immobile. Mais aux endroits très obscurs, elle attrape les barreaux, purement et simplement, et les secoue de toutes ses forces. Constamment, elle essaye de passer au travers, mais personne ne pourrait traverser ce motif. Il vous étrangle si parfaitement. Je crois que c'est pour cette raison qu'il a tellement de têtes. Elles veulent passer au travers, alors le motif les étrangle, et les retourne sans dessus-dessous, et leur fait les gros yeux. Si ces têtes étaient cachées derrière quelque chose ou retirées du papier, ce serait beaucoup moins grave. Je crois bien que cette femme sort pendant la journée. Et je vais vous dire pourquoi j'ai cette idée. Mais cela reste entre nous, hein. C'est parce que je l'ai vue. C'est parce que je l'ai vue. Je peux la voir par chacune de mes fenêtres. C'est la même femme, je le sais, parce qu'elle rampe toujours et d'ordinaire, les femmes ne rampent pas pendant la journée. Je la vois dans la longue allée plantée de grands arbres. Elle rampe tout au long dans un sens, puis dans l'autre. Je la vois sous les sombres tonnelles couvertes de treilles, et elle rampe tout autour du jardin. Je la vois sur la longue route sous les arbres, elle rampe, et lorsqu'arrive une voiture, elle se cache sous les mûriers sauvages. Ce n'est pas moi qui le lui reprocherai le moins du monde. Ce doit être humiliant d'être surprise à ramper pendant la journée. Je verrouille toujours la porte quand je rampe pendant la journée. Je ne peux pas le faire pendant la nuit car je sais que John se douterait tout de suite de quelque chose. Et John est devenu si bizarre que je ne veux pas le contrarier. Je voudrais qu'il prenne une autre chambre. De plus, nul autre que moi ne doit faire sortir cette femme la nuit. Je me demande souvent si je pourrais la voir par toutes les fenêtres en même temps. Mais j'ai beau me tourner aussi vite que possible, je ne peux voir que par une fenêtre à la fois. Et bien que je la voie toujours, il se pourrait qu'elle soit capable de ramper plus vite que je ne peux me tourner. Parfois je l'ai observée loin dans la campagne, rampant aussi vite que l'ombre d'un nuage par grand vent. J'ai découvert une autre chose amusante, mais cette fois-ci je n'en parlerai pas. Ce n'est pas bon de faire trop confiance aux gens. Je n'ai plus que 2 jours pour enlever ce papier. Et je crois que John commence à remarquer quelque chose. Je n'aime pas son regard. Et je l'ai entendu poser à Jenny tout un tas de questions professionnelles à mon sujet. Elle avait préparé un rapport détaillé. Elle a dit que je dormais beaucoup pendant la journée. John sait que je ne dors pas très bien la nuit, même si je me tiens tout à fait tranquille. Il m'a posé toutes sortes de questions et il a feint d'être très aimant et gentil. Comme si je ne l'avais pas percé à jour. Pourtant, je ne m'étonne pas de ce qu'il fait. Il sait qu'il y a quelqu'un qui dort en dessous de ce papier depuis 3 mois. Moi, le papier m'intéresse, sans plus. Mais je suis sûr que John et Jenny en sont secrètement affectés. Oh, c'est aujourd'hui le dernier jour, mais j'aurai suffisamment de temps. John doit passer la nuit en ville et ne sortira pas avant ce soir. Jenny voulait dormir avec moi. Voyez-vous la petite finaude. Mais je lui ai dit que je me reposerais certainement mieux en passant toute une nuit toute seule. C'était un bon tour parce qu'en réalité, je ne suis pas seul du tout. Dès que le clair de lune est venu,
et que la pauvre créature s'est mise à ramper et à secouer le motif, je me suis levé et j'ai couru lui prêter main forte. J'ai tiré et elle a secoué. J'ai secoué et elle a tiré. Et avant l'aube, nous avions arraché des mètres et des mètres de papier. Une immense plaque dont le bord m'arrivait presque à hauteur de la tête et qui courait tout le long de la pièce. Alors le soleil s'est levé, l'affreux motif s'est mis à rire de moi. Et j'ai fait le serment d'en finir aujourd'hui. Nous partons demain et il déménage tous mes meubles pour laisser les lieux dans l'état où ils étaient. Jenny est stupéfaite en voyant le mur. Mais je lui ai dit gaiement que j'avais arraché le papier par simple horreur pour sa laideur. Elle a ri, et elle a dit qu'elle avait souvent eu envie de le faire elle-même, mais que je ne devais pas me fatiguer. Comme elle s'est trahie cette fois. Mais je suis ici et personne d'autre que moi ne va toucher à ce papier. Il faudrait me tuer d'abord. Elle a essayé de me faire sortir de la pièce. Je ne voyais que trop clair dans son jeu. Mais lui ai-je dit, la chambre est si propre et si vide et si calme maintenant que j'ai l'intention de me recoucher et de dormir tout mon content. Et qu'elle ne me réveille même pas pour le dîner. Je me réveillerai bien toute seule, et j'appellerai à ce moment-là. Maintenant elle est partie, et les serviteurs sont partis, et les choses sont parties, et il ne reste rien que le grand bois de lit cloué au sol, avec le matelas en toile que nous y avons trouvé. Nous dormirons en bas ce soir, et demain nous rentrerons à la maison par le bateau. Je me sens tout à fait bien dans la pièce maintenant qu'elle se trouve vide. Qu'est-ce que ces enfants ont fait comme ravage? On dirait le bois de lit rongé par une armée de rats. Mais je dois me mettre au travail. J'ai fermé la porte et j'ai jeté la clé dans le sentier devant la maison. Je ne veux pas sortir et je ne veux pas que quelqu'un entre avant l'arrivée de John. Je veux lui faire une grosse surprise. J'ai ici une corde que même Jenny n'a pas pu découvrir. Si cette femme sort comme je m'y attends, et si elle essaye de prendre la fuite, je pourrais la ligoter. Mais j'ai oublié que ma main ne va pas bien haut sur le mur si je ne monte pas sur un tabouret ou sur quelque chose. Rien à faire, ce lit ne veut pas bouger. J'ai essayé de le soulever et de le pousser jusqu'à ce que j'ai mal partout. Puis je me suis mise tellement en colère que j'en ai mordu un petit morceau sur le coin. Mais ça fait mal aux dents. Alors j'ai arraché tout le papier que j'ai pu atteindre en me tenant debout sur le parquet et en me dressant le plus possible. C'est dégoûtant ce que ça colle, et je dois faire des efforts terribles. Et le motif, on dirait tout simplement que ça l'amuse. Toutes ces têtes étranglées, et ces yeux bulbeux, et ces champignons qui se dandinent et se bousculent se payent tout simplement ma tête, et rient à se tenir les côtes. Je commence à me sentir assez furieuse pour faire un geste désespéré. Sauter par la fenêtre serait un merveilleux exercice, mais les barreaux sont trop solides. Ce n'est même pas la peine d'essayer. En plus, je ne ferai jamais une chose pareille. Jamais, bien sûr. Je sais trop bien qu'une initiative de ce genre n'est pas convenable et pourrait faire jaser. Rien que regarder par la fenêtre, ça ne me plaît pas. Il y a trop de femmes qui rampent, et elles rampent si vite. Je me demande si elles sortent toutes du papier peint comme moi. Mais je suis fermement attaché maintenant, avec ma corde que j'avais si bien cachée. Ce n'est pas moi que vous ferez descendre sur cette route. Je suppose que je devrais retourner derrière le motif quand la nuit viendra, et c'est dur à supporter. C'est si agréable de me retrouver dans cette pièce et de ramper autour, comme je l'entends, autant que je veux. Je ne veux pas aller dehors. Non, j'irai pas, même si Jenny me le demande. Parce que dehors, on doit ramper sur la terre et que tout est vert au lieu d'être jaune. Mais ici, je peux ramper sans le moindre à-coup, en glissant. Je glisse sur le parquet. Et mon épaule s'adapte tout juste à cette longue tache qui fait tout le tour de la pièce, si bien que je ne peux pas me tromper de chemin. Tiens, voilà John, de l'autre côté de la porte maintenant. Ça ne sert à rien, jeune homme. Tu ne parviendras pas à l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il peut appeler et donner des coups de poing? Maintenant, il crie qu'on lui apporte une hache. Ce serait honteux de démolir cette splendide porte. John chéri, ai-je dit de ma voix la plus douce, la clé est en bas, devant le perron, sous une feuille de bananier. Ça l'a fait taire pour quelques secondes. Alors il a dit, d'une voix très calme, c'est sûr, « Ouvre la porte, mon amour.
Je ne peux pas, lui ai-je répondu. La clé est près de la porte d'entrée, sous une feuille de bananier. Alors je l'ai répété plusieurs fois, très doucement, très lentement. Et je l'ai répété si souvent qu'il a bien dû descendre pour aller voir. Et il a trouvé la clé, bien sûr. Et il est entré. Il s'est arrêté tout net à la porte. « Qu'est-ce qui se passe » s'écria-t-il. « Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu fais » Je continuais à ramper comme s'il n'était pas là. Mais je lui jetai un regard par-dessus mon épaule. « Je suis enfin parvenu à sortir, dis-je. À sortir malgré moi et malgré Jenny. Et j'ai arraché presque tout le papier. Ainsi, tu ne peux pas te remettre dedans. » Bon, cet homme avait-il une raison de s'évanouir ? Pourtant, c'est bien ce qu'il a fait. Et juste dans mon chemin, le long du mur, de sorte que je devais lui ramper sur le corps à chaque tour.